Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très personnelle. Je vais essayer vraiment de vous expliquer tout ça du mieux que je peux, sans être trop emportée par l'émotion, ce qui n'est pas gagné. Aujourd'hui, on va parler du TDA. Donc du trouble de l'attention avec ou non hyperactivité. C'est ce qui est... c'est ce qui touche mon petit garçon Elijah. Alors, pour revenir à la base, depuis son plus jeune âge, j'ai trouvé que mon fils, j'ai tout de suite remarqué que mon fils était différent. Dans son comportement, dans ses réactions très très petits, hein, il devait avoir quoi, quelques mois, je dirais 5-6 mois, quand j'ai commencé à trouver qu'il y avait des choses dans son comportement qui étaient étranges. Donc j'avais déjà un petit garçon, Sullivan, donc j'avais déjà, même si tous les enfants sont différents, c'est évident, mais j'avais déjà quand même un petit point de comparaison. Et puis j'avais beaucoup d'enfants dans mon entourage, j'ai gardé beaucoup d'enfants, donc c'est un domaine que je connais quand même. Et très très vite, j'ai remarqué dans le comportement de mon petit garçon des choses qui, moi, m'ont alertée. Il devait avoir 5 mois. Bon, déjà, c'est un bébé qui a eu pas mal de problèmes de santé, un gros RGO, difficulté du coup pour dormir, difficulté pour être transporté en voiture. Dès le début, on a bien galéré, hein, appelons un chat un chat. On a vraiment eu des complications avec Elijah, qui a beaucoup souffert de son RGO, donc qui était tout le temps inconfortable, tout le temps voilà. Donc RGO qu'on a identifié, il avait 2 mois, quelque chose comme ça, donc on a quand même mis les choses en place rapidement, mais je veux dire 2 mois, un bébé qui souffre, c'est énorme. Donc il a eu un traitement pour les reflux, donc les RGO c'est des reflux, voilà. Pour faire simple, on va pas rentrer dans les choses trop techniques. Et du coup, on a mis tout de suite en place un traitement. Il avait un gel à prendre avant ses repas pour tapisser tout ce qui était trachée, estomac, pour qu'il puisse boire son biberon sans douleur. Et après ces biberons, il avait un autre traitement pour venir colmater, entre guillemets, pour venir faire un poids par-dessus pour éviter que ça remonte. Donc il a été vraiment embêté dès le début. Et on l'a diversifié très rapidement. À 3 mois, il mangeait des petits pots, justement, sur avis médical, hein, parce qu'en fait, c'était plus consistant, plus lourd, et du coup, ça évitait qu'il ait des remontées trop intenses par rapport au lait. On avait toujours ses biberons, mais pour faire court. Donc, il a été embêté dès le début. J'ai remarqué que son comportement était étrange, il n'était pas normal. Il devait avoir 5-6 mois. En fait, quand il était allongé dans son lit, il était en turbulette, il levait ses jambes et il les tapait comme ça. Mais pam, pam, et il faisait ça 10, 15, 20 fois d'affilée comme ça. Et je disais à mon conjoint, je disais, mais c'est bizarre en fait, cette gestuelle qu'il a et tout si petit, à taper les pieds comme ça, c'est quand même hyper étrange. Il me dit non, il s'amuse, c'est son petit truc et tout, quoi. Ouais, moi, ça me semblait quand même pas normal. J'en avais parlé à la pédiatre. Il m'a dit, ouais, non, peut-être qu'il découvre un petit peu ses membres, que du coup, ça l'amuse. Il n'y a pas d'inquiétude, pas d'alarme à avoir, quoi. Ok. Il a grandi comme ça. Et il a commencé... quand il était content, quand par exemple on lui donnait un jouet, qu'il était heureux ou quoi, il a commencé à faire genre... il faisait ça. Dès qu'il était super content, il serrait les mains et il battait comme ça, ou alors comme ça. Il battait des ailes en fait. Et là c'est pareil, je me suis dit c'est quand même chelou comme geste, c'est pas quelque chose de normal quoi. Et à chaque fois, on a été contacté pour un casting photo bébé quand il était petit. Il devait avoir 1 an. 1 an et demi peut-être. Et le photographe, en fait, il lui lançait un ballon. Mais à chaque fois qu'il récupérait le ballon, il était tellement content qu'il faisait ça. Et du coup, toutes les photos étaient floues. Bon, c'est une petite anecdote, mais du coup, je me suis dit, ce geste est quand même pas normal. On a eu des discussions.
Non, pour mon conjoint, c'était juste un enfant plein d'entrain et puis il y avait rien d'anormal quoi. Bon lui après le pauvre il avait pas forcément de point de comparaison mais moi je restais, j'en démordais pas, il y a quelque chose. Petit par exemple, j'ai jamais pu le laisser dans son parc, par exemple pour passer l'aspirateur. Dès qu'il était posé quelque part il hurlait mais pas genre une comédie où l'enfant pleure et il se calme, non. Lui, il hurlait et il lâchait pas l'affaire jusqu'à temps que je les récupère. Mais vraiment, des pleurs à te déchirer le cœur, quoi. Donc là, pareil, je me suis dit, c'est pas normal, en fait. Dès qu'il rencontrait une frustration, par exemple, je sais pas, moi, il a un goûter, il en a déjà eu un, je lui dis non. Ça partait dans des tours, mais dans des crises, vraiment, dans des crises intenses. Et je me dis non. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors moi, au début, je pensais à de l'autisme. Parce qu'avec ces mouvements répétés comme ça et tout, ça m'a fait penser à de l'autisme. Et donc, j'ai commencé à en parler à mon entourage. Alors là, j'ai très vite compris que j'allais être solo dans cette aventure, entre guillemets. Parce qu'on m'a dit, mais non, Elijah, c'est un enfant qui est juste super énergique. Non, mais non, il est un peu hyperactif, mais non, il est en pleine santé, n'importe quoi, il est pas autiste, machin. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose, quoi. Et on est arrivé, qu'on a créé notre boutique avec mon conjoint et qu'on a dû laisser Elijah en garde. Donc à l'époque, c'était chez mes parents, qui habitaient à 200 mètres de la boutique. Donc il n'était pas encore scolarisé, il avait 2 ans et demi. Enfin, ça s'est passé au mois de juin, la boutique, et il rentrait à l'école en septembre. Donc c'était l'été d'avant, quoi. Et souvent, mes parents, ils m'appelaient en me disant « Oui, il faut que tu viennes le récupérer, il est en crise, il pleure, il est inconsolable, etc. » Je me disais « Purée, je vais jamais y arriver à travailler, quoi. » Et des fois, par exemple, mes parents, ils le prenaient en vélo, ils allaient se balader, et puis au bout d'un moment, ils refusaient de marcher, ou ils refusaient de reprendre le vélo, donc ils restaient plantés. Et on était obligé d'aller le rechercher, je sais pas où, parce qu'il ne voulait plus. Donc ça commençait déjà, quand je le déposais chez mes parents, il hurlait à la mort. C'était rare les fois où ça se passait bien, ou alors fallait le détourner, mais c'était compliqué. C'était compliqué, ça a été dur pour lui, cette séparation. Après, j'avais la chance d'être pas loin de mon travail, donc j'arrivais à le prendre, à aller déjeuner avec lui, etc. Mais c'était pas simple. S'en est suivi la première rentrée scolaire. Alors, la première rentrée scolaire où l'apocalypse. Ça a été une période horrible. Mais horrible. Horrible. Déjà, la première journée, enfin la première demi-journée de rentrée, donc il y allait le matin. On l'a déposé à l'école, évidemment, il était accroché à nous, en larmes, hurlant, c'était horrible. Papa et moi donc, on est repartis en pleurant tellement ça nous a déchiré le cœur de le laisser dans cet état. La maîtresse était rassurante, nous avait dit c'est normal, son premier jour d'école, il est encore petit, il est rentré en septembre, il a eu 3 ans fin d'octobre, donc il était encore assez jeune. C'était normal, c'est un bébé Covid, il a vu personne, il arrive à l'école, tout le monde est masqué, enfin c'était une période compliquée pour tout le monde, quoi. Donc on s'est dit, bah c'est normal, c'est son premier jour d'école, il a peur, c'est normal. On allait le chercher le midi. J'ai retrouvé mon fils assis sur un banc, toujours en train de pleurer. La maîtresse est venue nous voir en nous disant « Je suis désolée, depuis ce matin que vous l'avez laissé, il n'a pas cessé de pleurer. » Donc j'ai retrouvé mon fils tout bouffi, tout pleurant, qui n'avait pas cessé de pleurer de toute la matinée en fait. Donc la maîtresse, elle nous explique qu'on va réessayer le lendemain, et que s'il y a un problème, on avisera. Donc, chose qu'on a faite, le lendemain, rebelote, accroché à moi, hurlant, « Ne me laisse pas, maman !» Vraiment, elle est obligée de me l'arracher de moi. C'était horrible. Et donc,
Quand on l'a récupéré le midi, il pleurait plus déjà, c'était déjà ça, mais elle nous a dit qu'il n'était pas adapté au cadre scolaire, en fait, que pour lui, une demi-journée, c'était trop. Qu'on allait continuer ce mois-ci comme ça, et que si jamais c'était trop intense, il ferait des demi-matinées. Donc déjà, j'ai trouvé ça génial qu'elle soit prête à adapter le temps pour mon fils, quoi. Donc Elijah, c'est un petit garçon qui est timide, qui ne va pas du tout vers les copains et auquel il faut toujours un référent adulte pour cette première petite section. À la récré, il ne joue pas, il ne s'intéresse pas aux autres enfants, il reste assis à côté de son institutrice. Donc ça a été très problématique pour lui cette rentrée, enfin cette première année de scolarité. Il a réussi quand même à aller toutes les matinées, mais c'était toujours un déchirement. Et on s'est très très vite aperçu que quand moi je le conduisais, c'était les crises, il restait accroché à moi, alors que quand c'était papa, il était triste, il versait sa larme, mais il se séparait plus facilement. Donc du coup, je n'emmenais plus mon enfant à l'école, je ne pouvais plus emmener mon enfant à l'école. C'était impossible de l'emmener moi. Donc j'étais hyper frustrée, mais bon, je me dis si c'est pour que lui, ça se passe mieux, bah je suis prête à faire ce sacrifice-là. Donc papa le conduisait à l'école. Mamie le récupérait à midi. Souvent elle me l'emmenait pour que je déjeune avec lui et elle le reconduisait à 1h30, elle le récupérait à 4h, etc. Dans la voiture, Elijah exigeait, oui c'est exiger, que je sois assise à côté de lui. Il entrait dans des crises monumentales si je n'étais pas assise à côté de lui. Alors au début on comprenait pas trop, on se disait c'est quoi ces caprices quoi. Et en fait on s'est très vite aperçu que c'était pas des caprices, c'était vraiment une grosse souffrance en fait pour lui d'être séparé, que moi je sois devant et que lui soit derrière. Donc je vous avoue que souvent je me suis assise à côté de lui et j'ai cédé pour que ça se passe bien. Les trajets en voiture d'une demi-heure de notre lieu de travail à la maison, et 3/4 du temps un calvaire. Un petit garçon qui hurle du début à la fin, qui crie, qui tape dans les sièges, qui se pâme à arrêter de respirer, qui nous oblige à nous arrêter sur le bord de la route et à le sortir de la voiture pour qu'il reprenne ses esprits, pour que... Très intense. Alors évidemment, on est complètement désarmé. On se dit, purée, qu'est-ce qu'on a mal fait finalement? Puis on a l'entourage qui nous fait bien savoir aussi que on est trop laxiste, qu'on le laisse trop faire, qu'on n'est pas assez sévère, que eux ils sont formidables, ils s'en sortent très bien avec lui, qu'il en joue quand il est avec nous, etc. Donc ça c'est le quotidien, on entend ça régulièrement. Les couchers, on a tout essayé. Être ferme, tu vas dans ta chambre, tu vas dans ton lit, bisous, câlins, histoire, les rituels, petit garçon qui pleure. Rester à côté de lui, petit garçon qui pleure, qui ne veut pas aller au lit. Être strict, sévère, fermer la porte, petit garçon qui hurle, qui se jette par terre, qui tape dans les portes, qui est violent, qui est en souffrance. Et nous, pareil. Souffrance, beaucoup de souffrance. Puis un jour on capitule, on le prend dans le lit. Il devait avoir bien 2 ans, bien 2 ans, 2 ans et demi. On dit c'est bon, tu viens dans notre lit, câlin, je l'endors, et papa le prend, le remet dans son lit, et là il fait ses nuits. On se dit, bah tant pis, il a besoin en fait. Parce que nous on était vraiment dans... Vous faites mal les choses, vous laissez marcher dessus. Vous savez pas comment faire, machin. J'avais jamais eu de problème avec Sullivan. Sullivan c'était un enfant rituel, bisous, il dormait, il faisait pas de caprice, rien. Et là je me retrouvais vraiment
avec le jour et la nuit. Donc beaucoup de remises en question sur on fait mal les choses. On fait mal les choses. Alors moi je me suis beaucoup remise en question, mais je comprenais pas. Je me disais, je fais pareil qu'avec son frère, ça marche pas. Même s'ils sont foncièrement différents. Enfin, je vois pas comment tu peux réussir à éduquer un enfant puis rater complètement avec l'autre, quoi. C'est incompréhensif. Donc le problème du coucher est réglé. Pour nous. Parce que pour certains, c'est inadmissible d'endormir son enfant dans son lit. Mon fils, il a besoin. Donc tant qu'il a besoin, je suis là. Aujourd'hui, il a 6 ans. Il s'endort dans son lit. Mais avec moi ou avec son papa. Donc, on lui a mis un lit de personnes, parce qu'on en avait marre d'être par terre. Et du coup, on l'endort en lui faisant un câlin, en discutant un petit peu avec lui. Il a besoin de présence, on est là. Ça se passe très bien, il dort très bien. Même si le coucher reste toujours un problème. Elijah, c'est un petit garçon qui est jamais fatigué. Il ne ressent pas la fatigue. Il peut faire sa journée d'école et refuser d'aller au lit et lutter jusqu'à 11h, minuit, 1h. C'est très aléatoire. Même si maintenant, avec le rythme de l'école, il commence à être plus fatigué et on a un rythme meilleur. C'est-à-dire que son petit frère va au lit à 20h et Elijah va au lit à 20h30, 21h. Donc c'est déjà tard pour un enfant. Mais Elijah ne comprend pas, par exemple, s'il va au lit en même temps que son frère qui est plus jeune, il ne comprend pas, il voit ça comme une injustice, c'est une crise. Maintenant, l'endormissement dure une demi-heure, 1 heure max si vraiment il est énervé. C'est une chose exceptionnelle pour nous, sachant qu'avant, l'endormissement pouvait durer 4 heures. C'était vraiment très, très, très dur. C'est... Ouais, t'es là, tu essayes tout et ça marche pas. T'as ton enfant qui s'énerve, qui rigole, qui crie, qui fait les allers-retours pour faire pipi, qui... Y a rien qui fonctionne. Alors tout le monde te donne des conseils, hein. Oh, mais lis-lui une histoire, fais un rituel avec une histoire, fais un câlin, fais ci, fais ça. Ben non, en fait, on a tout essayé, donc on a tout essayé. Donc maintenant, ça va mieux. Pour les repas, c'est un petit garçon qui ne mange pas grand-chose. Il refuse quasi tous les légumes, mis à part les carottes. Voilà, ça s'arrête là, les légumes, carottes. Il va manger des pommes de terre, des pâtes, tout ce qui est pas terrible, quoi. On va lui proposer un aliment qu'il va accepter, qu'il va manger. Et une semaine après, on ne sait pas pourquoi cet aliment, il le refuse, il ne l'aime plus. Donc il y a un trouble de l'oralité, un problème au niveau des textures qui l'incommode. Donc si un aliment change de texture, s'il n'est pas exactement pareil, ça va coincer. Si il n'a pas la même couleur, donc il y a un gros problème au niveau de l'alimentation, même si maintenant on arrive à le faire goûter un peu plus. C'est un petit garçon qu'il faut challenger toujours. Ah, je te parie que tu vas pas goûter avant ton frère, machin. Son petit frère qui mange bien, donc ça le motive un petit peu, on va dire. Pour tout ce qui est autonomie, c'est un enfant qui n'est pas très autonome. C'est un enfant qui refuse de s'habiller, refuse de se déshabiller, qu'il faut rappeler sans cesse. Allez, viens Zouzou, on fait ça. Allez, mon cœur, allez, tu vas le faire avant moi. Non, non, non. Il sait s'habiller. Physiquement, il est capable de s'habiller. Il le fait quand il va à la piscine avec sa grand-mère. Mais quand il est dans son cadre familial proche, il refuse. Il attend qu'on lui demande 150 fois et puis qu'on finisse par le faire. Parce que je vous avoue qu'au bout d'un moment... Et c'est un petit garçon qui est très, très, très curieux. Il veut tout savoir. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Mais c'est un petit garçon qui ne croit pas à ce qu'on lui dit. Par exemple, s'il nous pose une question, qu'on lui répond et qu'il est pas convaincu, va nous dire non, je crois pas, ou il lui faut des preuves, il lui faut des preuves tout le temps pour nous croire. Et c'est parfois difficile ça, le fait que ton enfant il croit pas ce que tu lui dis, c'est quand même... En fait j'ai l'impression d'avoir un adulte, un petit pépé dans le corps d'un enfant des fois.
Il a une répartie de dingue. Il est curieux, il va à 1000 à l'heure. Il a eu des problèmes de violence avec les animaux, nos chihuahuas qu'il avait tendance à taper. Donc actuellement on a séparé nos animaux des enfants. Il y a une barrière en fait qui sépare les deux. Donc ça va mieux, il est moins violent avec les animaux. On a eu des poules, les poules, il leur a fait les 1000 misères, il les a attrapées, il les lançait en l'air, il les faisait faire du toboggan. On a même eu un jour où il a étranglé une poule. Alors là franchement, moi j'étais complètement désarmée quoi, je me suis dit ça va trop loin quoi. Et il était très très malheureux de ça, parce que le soir, ça l'avait quand même bien marqué. Il pleurait et tout, il me disait je suis désolée, j'ai fait du mal à la poule, je voulais pas, je voulais juste voir comment c'était si elle respirait plus. Enfin, il a des questions qui sont pas de son âge en fait, sur la vie, sur la mort, sur comment on respire, sur des choses que nous paraissent tellement loin d'un enfant de 6 ans. Bon, la poule, il avait 5 ans en plus. Mais en tant que parent, ça te fait froid dans le dos, franchement, tu te dis waouh, c'est chaud quoi. Parce que tu vois le côté, il a étranglé. Alors que lui, il est dans un engrenage de je veux voir comment ça fonctionne. Enfin, c'est compliqué à appréhender ce genre de comportement. J'en ai parlé avec des professionnels qui n'ont pas été inquiétés. Ils m'ont dit oui, bon, il expérimente. Ok. Au quotidien, c'est beaucoup de violence et beaucoup d'amour. Donc c'est toujours chaud-froid. C'est si il est bien, c'est-à-dire sur Elijah, ce qui joue énormément, ça va être le sommeil. Hein. S'il manque de sommeil, on sait que ça va être une journée compliquée. Il est très sensible aux écrans. S'il est trop sur les écrans, c'est pareil. Et on a remarqué aussi au sucre. Donc on limite les sucreries, tout ça quoi, parce qu'on voit que ça joue beaucoup sur son comportement. Donc c'est beaucoup de violence. S'il y a frustration, s'il y a fatigue. Il a également un trouble de l'opposition, c'est-à-dire qu'il va être toujours en confrontation. Quasi toujours avec nous. Donc par exemple on prend le goûter, il va prendre un goûter, il va prendre 2 goûters, il va réclamer un 3e, je lui dis ah non tu en as eu 2. Et là ça va partir en crise, j'ai faim, machin, donc calme-toi, tu as eu 2 goûters, tu peux patienter. Ouais, vous êtes les pires parents du monde, vous voulez que je meure, vous voulez pas me donner de nourriture, vous voulez pas me nourrir. Ça part vraiment dans des dramas d'une intensité, mais tellement difficile. Donc on est dans le rejet total de je veux plus vous voir, vous êtes plus mes parents, de toute façon je veux mourir, vous voulez me laisser mourir de faim, enfin des trucs hyper hard. Hyper hard. Donc moi évidemment ça me prend au trip direct. Bon, avec le recul maintenant je soupçonne aussi d'être TDAH, donc mes émotions c'est puissance 1000, mais il y a des moments hyper durs. Quand il est en opposition, c'est souvent avec moi, hein, parce que bon, c'est moi la référente, on va dire, de toute la journée. Papa rentre le soir, il est tard quoi. Donc c'est moi qui m'en occupe toute la journée. J'ai arrêté mon activité pour m'occuper des enfants. Et en l'occurrence d'Elijah qui a besoin de beaucoup d'attention. Et du coup, c'est moi en première ligne. Donc, c'est souvent dur. Faut accepter en fait d'être moralement détruit régulièrement. C'est vraiment... C'est fort ce que je dis, mais c'est ça. Hein. C'est... Vous avez votre cœur qui est brisé tous les 2 jours, quoi. Quand votre enfant vous dit t'es plus ma mère, je veux que tu meurs, t'es qu'une grosse
ferme ta... je veux une autre famille, je veux plus de cette famille de merde. C'est très 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 violent. C'est très 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 violent. S'ensuit la violence physique, où quand il est vraiment en crise, il va se jeter sur moi, il va me mettre des coups de pied, il va me mettre des coups de poing. Il a eu une période où il me mordait, il me griffait. Tout ça, c'est... Je vous assure que faut l'encaisser, quoi. Alors, évidemment, t'es totalement désarmé. Tu ne peux pas... qu'est-ce que tu fais? Ton enfant se jette sur toi, te frappe, t'insulte. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas le frapper. C'est un enfant, c'est mon enfant. Il est en crise, il est en souffrance. Il fait pas exprès, malgré ce que beaucoup peuvent penser. Il ne gère pas ses émotions. Il est en incapacité de gérer cette frustration et de gérer ce qui le traverse. Et moi, je dois être là, je dois l'aider et je dois encaisser que ce soit sur moi qu'il déverse cette frustration. C'est hyper difficile. Il y a des jours où souvent je pleure. Alors il réagit face à moi, je le prends, je l'isole. C'est comme ça que je fonctionne avec lui. Il me frappe, je le reprends tout de suite, mais je l'isole. Je peux pas lui rendre ses coups, c'est impensable. Enfin, je peux pas. Je vous cache pas que ça m'est déjà arrivé de perdre patience et de lui mettre une claque sur les fesses. Et là, je culpabilise encore plus parce que je me dis en fait, il gère pas ses émotions, je lui reproche de me frapper et je réagis en lui mettant une claque sur les fesses. C'est comme si tu dis à un enfant ne crache pas et tu craches, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc c'est difficile. Je pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis à fleur de peau. Je me sens désarmée totalement parce que j'ai vraiment envie de l'aider et je sais pas quoi faire de plus. Et je culpabilise de pas y arriver à apaiser ses émotions. Je culpabilise de pleurer devant lui. Je culpabilise pour mon bébé qui est dans tout ça parce que lui, il assiste aux crises de son frère, il assiste à mes larmes. Et c'est pas normal. Donc c'est difficile. C'est difficile. Et je sais que c'est indépendant de sa volonté. Il n'a pas le cerveau assez mature pour pouvoir gérer ça. Et moi, c'est à moi de gérer ça pour lui. Et je dois faire en sorte de pas être atteinte trop. Au jour d'aujourd'hui, je vous avoue que j'y arrive pas. J'arrive pas à pas être atteinte quand mon fils me dit qu'il veut que je meure ou quand mon fils me dit que lui il veut mourir. C'est récemment, ça c'est pareil. Un soir, il veut pas aller au lit, on insiste, il est tard. La soirée s'était très bien passée et tout. Et là, au lit, il continue à faire l'andouille, sachant que son petit frère dort dans la chambre d'à côté, on lui demande d'arrêter. Et là, s'ensuit la crise, famille de merde. De toute façon, je veux mourir, je veux plus vivre, j'en ai marre. Enfin, des trucs hyper violents. Et quand votre enfant, votre bébé, dit des mots comme ça, qu'il veut mourir, votre cœur part en morceaux, il éclate, c'est une bombe dans le cœur. C'est une violence, ça fait un mal de chien. Et il faut pas être atteint, parce que vous savez, même si ça vous fait mal, vous savez qu'il dit ça parce qu'il ne gère pas ses émotions sur le moment, et vous savez très bien que le lendemain matin, tout ça, ce sera oublié. Il voulait pas aller au cinéma avec l'école, et c'est parti en drame pour ça. Et le lendemain, il était très heureux d'y aller. Donc, c'est toujours ça, en fait.
C'est des montagnes russes. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. On marche sur des œufs en continu. Il faut détourner. Il faut le challenger pour qu'il soit content de faire les choses. Récemment, il a été malade, il a eu la coqueluche, donc il est resté à la maison pendant 1 semaine. Et évidemment, la reprise de l'école a été difficile. Non, maintenant, il a changé d'école, il est à l'école à 200 mètres de la maison. Donc c'est un choix vraiment d'arrêter mon activité et de me consacrer à 100% à mes enfants. Et du coup, le matin, on part à l'école à pied. Et plus récemment, il a son grand frère Sullivan qui le conduit à l'école, il est très content. Et le lundi, donc c'est son papa qui l'emmenait à l'école, vu que le lundi, son papa travaillait pas. Ça a été, il a eu des larmes parce que ça faisait 1 semaine qu'il n'y avait pas été, mais ça a été. Et le mardi, bah, c'était mon tour. Il voulait y aller avec son grand frère, donc j'ai dit ok, pas de souci. Son petit frère dormait, donc je suis descendue le préparer, machin. Je lui ai dit c'est l'heure d'aller à l'école, va aux toilettes, machin. Et je voyais qu'il traînait les pieds déjà. Je le sens tout de suite, généralement je le sens même la veille quand je sais que ça va être difficile. Et là, crise de larmes. Je n'irai pas à l'école, je ne veux pas y aller, hurler, se débattre, impossible de le mettre à l'école. Alors il y en a qui vont me dire, parce que j'ai bien entendu, oui tu lui laisses pas le choix, c'est pas lui qui commande, tu le prends, tu l'emmènes à l'école. Je fais comment? Je prends mon enfant de 6 ans, je l'oblige à mettre son manteau. Déjà, essayer de mettre un manteau de force à un enfant qui crie, qui hurle et qui se débat. Je lui mets son manteau de force, je le traîne dans la rue sur 200 mètres et je le mets à l'école. Il faut être réaliste, c'est infaisable. Alors les bons samaritains qui donnent des conseils, c'est pas faisable avec tous les enfants, d'accord? Alors en plus, quand t'as un bébé derrière, tu fais comment? Tu portes bébé d'un côté, tu traînes le grand de l'autre côté? C'est impossible. Du coup, je contacte son père en lui disant écoute, Elijah n'est pas à l'école, il refuse. L'après-midi, il y avait les grands-parents qui venaient, donc mes parents. Et là, il accepte d'y aller l'après-midi puisque c'est ma marraine qui le conduit. Donc je me dis bon. Et puis je commence à parler avec mon conjoint de l'étude du matin, que peut-être ce serait mieux que ce soit lui qui le conduise. Le jeudi, déjà le mercredi soir, hein. Mais bon, le jeudi, je sens que... Et rebelote, crise. Je hurle, je me débat, je ne veux pas aller à l'école, je suis fatiguée, j'y reste tantôt, enfin, les négociations habituelles. Et là, je me dis, c'est pas possible, on repart dans un truc sans fin. Du coup, mon conjoint contacte la maîtresse pour expliquer. Bon, ils connaissent un petit peu le cas d'Elijah, hein. Et la maîtresse demande à me téléphoner pour parler à Elijah. Donc elle me téléphone, elle prend le temps, elle me téléphone. Entre-temps, Elijah pensait qu'il allait regarder des dessins animés, donc j'ai dit non. Son frère dormait, j'ai dit tu montes et tu viens t'allonger. Tant pis pour toi, t'es puni d'écran, etc. C'est inconcevable pour moi qu'il aille pas à l'école et qu'il reste sur les écrans. Et du coup, il s'endort. Donc je me dis bon, il est vraiment fatigué, la coqueluche ça l'a bien couché et du coup il est encore fatigué, etc. La maîtresse m'appelle, on discute, je lui explique qu'il est fatigué, qu'il a fait la crise, qu'il ne veut plus aller à l'école. Donc la maîtresse très gentille qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je me remets en question, pourquoi il veut pas venir dans ma classe, j'espère qu'il y a... Adorable, hein. Elijah adore sa maîtresse, adore la classe, il s'est fait des copains et tout, donc non, juste il n'a pas envie de se séparer de maman, il est fatigué et il préfère rester à la maison. Et elle me dit est-ce que je peux y parler? Donc il dormait, donc j'ai mis le haut-parleur. Et là, c'était trop beau vraiment. Là il y a tous ses copains qui hurlent Elijah, Elijah, Elijah. Il se réveille, il était trop heureux d'entendre ses copains. Et on voulait avec la maîtresse qu'il aille à l'école à la récré à 10h30. Bon, il a refusé totalement. Mais il y a été l'après-midi. Je me dis, mais waouh,
quelle maîtresse t'appelle, fait appeler les copains pour que ton fils il se sente bien et qu'il aille à l'école. Donc déjà j'étais super contente, enfin je suis super contente de l'école dans laquelle il est et de son institutrice, la directrice qui met tout en place pour que ça se passe bien pour Elijah. On a des réunions régulièrement avec le corps professoral pour son suivi. Hein. Donc on a aussi, j'ai vu l'année dernière le médecin scolaire avec qui j'ai beaucoup parlé. J'avais vu un médecin de PMI qui m'a dit clairement, votre fils il a rien, il va très bien, merci, au revoir. Et en parlant avec son institutrice de l'année dernière, c'est plus la même maintenant, mais qui est adorable également, elle a réussi à m'avoir un rendez-vous avec un médecin scolaire qui est venu à l'école et avec qui j'ai pu beaucoup parler pendant presque 2h30. Et je lui ai tout raconté depuis la naissance d'Elijah, etc. Et elle m'a dit, moi, mon diagnostic, c'est que votre enfant a TDAH. Après, il faut le faire reconnaître. Donc, c'est des suivis au CMP, centres médicaux, psychologiques, etc. Donc, on se lance dans une reconnaissance. Donc, on est inscrit au CMP. Je les ai relancés, donc, depuis l'année dernière. J'ai eu une secrétaire adorable qui m'a dit que clairement, il valait mieux que j'essaye... par mes propres moyens d'avoir un suivi extérieur, puisque le CMP, à l'heure où j'ai appelé, donc j'ai appelé il y a 2 mois peut-être, on m'a dit qu'il traitait seulement les dossiers de l'année d'avant. Donc en clair que moi j'aurais encore une bonne année et demie d'attente. Et quand j'ai demandé quels étaient les pédopsychiatres qui suivaient au sein de cette CMP, on m'a dit qu'il y avait deux médecins, dont un qui partait à la retraite au mois de janvier et le deuxième au mois de février. Donc j'ai dit ok, comment ça se passe pour le suivi s'ils partent à la retraite, est-ce qu'ils sont remplacés? Et la secrétaire m'a clairement dit qu'actuellement il n'y avait pas de remplaçant, donc du coup plus de médecins pour les suivis, donc pas de suivi, pas de médecin, pas de suivi. Donc ça c'est la douche froide. Sachant qu'avant on a essayé de passer par le libéral, les pédopsies, etc. nous ferment la porte parce qu'à l'époque il avait pas 6 ans, il avait que 5 ans. Donc tout le monde te ferme la porte et tu dois te démerder. Tu sais que ton fils va pas bien, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu te démerdes. À l'heure actuelle, donc il a eu 6 ans au mois d'octobre, on a trouvé un pédopsychiatre sur une commune aux alentours, à une quarantaine, 45 peut-être kilomètres de la maison, avec délai d'attente de 6 mois. Donc on est sur liste d'attente. On a lettre du médecin, etc. qui appuie la demande. On est sur liste d'attente, donc il y a 6 mois d'attente, ce qui nous ramène environ au mois de mai. Donc on attend. On a que ça à faire en fait, il n'y a personne qui nous prend, donc on a que le choix d'attendre. Donc j'espère qu'on va nous écouter et qu'au mois de mai, on va pouvoir mettre en place déjà dans un premier temps un diagnostic. Il y a tout un bilan à faire. Un bilan qui n'est pas pris en charge. Je ne sais plus, je crois que c'est à peu près 500 €, 600 € le bilan. Donc qui a un coût, mais il faut le faire. Parce que ce bilan-là va pouvoir nous aider par la suite. Pour que Elijah puisse être accompagné avec une aide spécifique à l'école. Qui sera là pour lui. Alors, il n'a pas un retard au niveau de l'apprentissage, ça va pas tarder, hein. Mais il assimile les choses, mais il n'a pas de concentration. C'est-à-dire que quand il fait un travail, on va lui donner une consigne qu'il va comprendre, une mouche va voler, il va être à regarder ailleurs et il va plus se rappeler de sa consigne. Donc en fait, il faut tout le temps le ramener sur ce qu'il fait. Lui réexpliquer les choses, le reconcentrer. Il se perd... à la moindre petite distraction. Donc son ancienne maîtresse avait mis en place un casque, donc qui l'isolait du bruit des copains pour qu'il puisse être plus concentré. Il n'y a pas eu franchement d'amélioration avec le casque. Sa maîtresse actuelle avait mis un petit paravent sur son bureau. Ça lui faisait comme un petit cocon en fait, hein, pour l'isoler plus visuellement des autres. Ça n'a pas eu non plus l'effet escompté. Donc on aimerait vraiment qu'il puisse avoir une ASH, une aide qui soit avec lui pour pouvoir le recadrer sur les consignes, lui réexpliquer
parce qu'évidemment que sa maîtresse, ça peut pas être H24 derrière lui à lui réexpliquer. En plus, c'est une classe à 2 niveaux, CP-CE1, donc elle peut pas être tout le temps derrière un élève, c'est pas possible, malgré qu'elle soit très présente et franchement très bienveillante avec lui. Donc on a besoin de ce diagnostic pour pouvoir l'aider. Au niveau du comportement, comme je vous ai dit, c'est les montagnes russes, on fait avec. C'est un petit garçon qui est très curieux. Il a son cerveau qui marche à 200% tout le temps. En fait, TDAH, j'avais vu une vidéo dessus, et il y a un jeune homme qui souffrait de TDAH également, qui disait c'est comme si vous allumiez une télé et que vous zappiez tout le temps. Tout. Bah votre cerveau c'est ça en fait, c'est tout le temps des idées qui passent, et du coup c'est hyper difficile de se canaliser sur quelque chose. C'est un petit garçon, s'il est pas intéressé à 100% sur ce qu'il fait, il va lâcher. Après, il est très créatif, il aime tout ce qui est dessin, tout ce qui est manuel, il aime tout ce qui est construction, il adore être dehors, tout ce qui est insectes, animaux, il veut vraiment tout savoir sur plein de choses et je trouve ça aberrant que dans notre société, on n'ait pas des moyens pour aider ces personnes. Alors après, le TDAH, je parle du TDAH de mon fils, ça touche aussi les adultes. Moi-même, avec le recul, je suis sûre à 99,9% que c'est pareil pour moi. Moi, ça va se traduire sur une angoisse quand je contrôle pas toutes les choses. Si je dois passer un coup de téléphone, ça m'angoisse. Si je dois me rendre à un rendez-vous que je connais pas l'endroit, ça va m'angoisser. Si je suis invitée à une soirée, même si je connais les gens, si je ne sais pas l'endroit où je vais, ça va m'angoisser. Qu'est-ce que ça va être? Si par exemple, un truc hyper con, si par exemple mon conjoint fait quelque chose et je lui dis ah bah est-ce que tu peux me donner un verre d'eau, s'il me dit non attends, ça va me briser le cœur, ça va tout de suite, je vais me remettre en question en me disant il m'a dit non mais pourquoi, enfin c'est vraiment au niveau émotionnel c'est n'importe quoi. Je suis quelqu'un de très angoissé. Au niveau de l'alimentation, petite, je me rends compte que j'ai eu des troubles de l'alimentation où je ne mangeais que les mêmes aliments. Au niveau du collège, j'ai eu une phobie scolaire, donc comme mon fils en fait, je faisais des crises pour ne pas y aller. Je m'accrochais dans la voiture, j'hurlais, je pleurais, mes parents ne pouvaient pas me mettre au collège et ils comprenaient pas pourquoi j'étais en souffrance comme ça. Ils étaient persuadés que il se passait quelque chose au collège, alors que pas du tout. J'ai toujours eu des copines, j'ai toujours été bien au collège, j'ai pas souffert de comment on dit, d'agression scolaire, de rien. J'ai toujours été hyper bien encadrée, et pourtant, je ne voulais pas y aller. Et je me rappelle vraiment bien de cette période, en fait. C'est juste que je voulais rester chez moi parce que je me sentais en sécurité, je me sentais bien, et que partir de ce cocon, ça me déchirait l'âme. Et en fait, je sais ce qu'il ressent, Elijah, parce que je l'ai vécu. Et à l'époque, je pensais juste que c'était une phobie scolaire, et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses, quoi. Mes stages, quand j'étais en formation, je crois que j'ai dû finir un seul stage dans ma vie. À chaque fois, je commence, puis j'arrête. Alors, je suis intéressée par plein de trucs. La peinture, les créations de bijoux, machin. Alors, je commence plein de trucs. Et puis, j'arrête. Je passe à autre chose. Et puis, je repasse à autre chose. Et puis, en fait, c'est que ça. Je saute d'un truc à l'autre. Je suis pas organisée. Mettre mon enfant à l'école me stresse. Le matin, quand je dois conduire mon enfant à l'école, j'ai la boule au ventre. J'aimerais le garder tout le temps avec moi. Je me dis que mon angoisse aussi doit jouer sur lui, donc je prends sur moi. Mais et c'est comme ça pour tout. Par exemple, mon conjoint, ils font tous les ans les journées entre collègues où ils se font des barbecues, machin et tout. Bah j'esquive. Alors la première année, c'était ouais mais Titi il est trop petit, c'est au bord d'un lac, avec les enfants c'est dangereux, vaut mieux que je les garde à la maison. J'esquive. Après ouais machin nous invite, machin nanana, il y aura qui, il y a des gens que je connais pas, j'esquive. On va là, je sais pas où on va, je suis pas en sécurité, je suis malade, et je me trouve des excuses pour tout.
Donc je me rends compte que les chiens ne font pas des chats. Et que il y a certainement quelque chose à creuser de ce côté-là aussi. Je vais voir aussi pour faire un bilan pour moi, pour me diagnostiquer. C'est pas une priorité pour l'instant, la priorité c'est Elijah. Ça demande un investissement hein, psychologique, physique et financier. Donc pour l'instant la priorité c'est Elijah. Par la suite on verra pour me faire suivre, pour voir tout simple, savoir en fait, juste savoir. Avec le recul je me rends compte que Sullivan sans doute aussi. Parce que lui c'est pareil, hein, les phobies scolaires, le fait de pas finir les choses, avoir peur de téléphoner. Enfin il y a plein de choses avec le recul où je me dis ça c'était pas normal, j'ai pas vu en fait. C'était tellement ancré dans mon ADN, c'était tellement dans mes insécurités que c'était normal en fait à la longue. Donc c'est vraiment difficile au quotidien et en plus d'où le titre de cette vidéo. Nos enfants sont vus comme des sales gosses. C'est les gosses qui courent partout, c'est les gosses qui disent des gros mots, c'est les gosses qui obéissent pas aux parents, c'est les gosses voilà qui sont mal éduqués parce que oui, c'est toujours la faute des parents qui éduquent mal leurs enfants. Et ça c'est dur aussi quand les gens ils jugent. T'as toujours les gens qui jugent. Moi je sais que au début, avant d'avoir Elijah, quand je voyais certains enfants faire des crises dans les magasins, machin, je me disais « Oh là là, ah bah moi, ça se passerait pas comme ça !» Oui, bah quand j'ai eu Elijah, j'ai vu que ça dépendait pas que de toi, en fait. Chaque enfant est différent, et tu sais pas si les enfants dans les magasins, ils ont des troubles du comportement ou pas, et tu juges. Après, Elijah, c'est un petit garçon, on a de la chance, à l'école, qui est très poli, très serviable, il fait pas de crise, il y a pas de violence, il y a rien de tout ça à l'école. Donc déjà ça c'est très bien. C'est un petit garçon, si je l'emmène chez quelqu'un, il va se tenir, il va être gentil, il va être poli, il va être... Mais quand il sort de l'école, c'est il s'est contenu toute la journée, donc du coup c'est voilà, c'est la folie. Actuellement, il va à l'étude le matin, donc c'est son papa du coup qui le conduit pour éviter les crises du matin. Il est super heureux d'aller à l'étude. Alors là, c'est une vraie bonne étoile. Il est hyper heureux d'aller à l'étude le matin. Il nous a même demandé d'aller à l'étude le soir. Donc on a essayé l'étude le soir qu'une fois, parce que maintenant on est en vacances. Donc il a fait 1 heure d'étude vendredi. Il était trop heureux. Il était dégoûté quand on vient de le chercher, parce qu'il voulait rester plus longtemps, parce qu'il s'amuse et tout. Donc on est content. Si l'étude, ça peut être... un petit déclencheur qui fait que ça se passe super bien à l'école, c'est toujours ça. Et puis on met les choses en place, on attend, on essaye d'être suivi, on essaye d'arrondir les angles, on essaye d'être présent au maximum. On l'aime. On l'aime vraiment très très fort et on sera toujours là pour le soutenir. On encaissera tant qu'il faut encaisser. Et surtout, il y aura toujours beaucoup d'amour chez nous. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont touchés, qui ont un enfant comme Elijah. Et qu'il y a beaucoup de parents qui s'en prennent plein la tronche par leur enfant, plein la tronche par l'entourage, plein la tronche par la société, parce qu'on n'est pas compris, on n'est pas soutenu, on n'est pas aidé. Et bah vous n'êtes pas tout seul. On est là aussi. Et... c'est qu'une phase, tout passe et un jour on aura les bonnes clés pour aider nos enfants. Nos enfants ne seront pas toujours des enfants, ils vont grandir, ils vont commencer à mieux comprendre les choses et même si on sait que ce sera toujours difficile pour eux, et ben on lâchera rien et on sera toujours là pour eux. Voilà, donc j'avais envie de vous livrer cette partie de notre histoire, de notre quotidien, parce que c'est pas normal de pas être entendu. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.